skills de pilotage. L'avion léger, le planeur, toutes ces choses-là, ça sauve énormément de choses. Et ne pas se contenter de juste d'être comment dirais-je, quelqu'un qui va monitorer des systèmes, de monitorer des systèmes, ce qui est le cas parce qu'actuellement on a des avions qui sont, tu prends un A350, c'est magnifique, le cockpit c'est un rêve, les systèmes sont tellement bien faits, il y a une telle redondance, il y a un tel niveau de sécurité, c'est génial. Mais il faut pas juste se contenter de cette technicité-là. Il faut juste également être un humain. Parce que si on continue à juste monitorer, à ne plus avoir nos qualités d'humain, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? C'est qu'on va dire, bon, écoutez les gars, si vous êtes là juste pour surveiller les trucs, on a l'intelligence artificielle qui est capable de faire les choses mieux. Et du reste, l'A350 a été certifié ils ont fait des tests de volontairement automatique, comme tu le sais peut-être. Ouais, et puis d'atterrissage, voilà, sans pilote. L'avion, il roule jusqu'à la piste, il décolle automatiquement, il fait le vol, il se pose, il freine, il sort de la piste, il roule, il fait du taxi, il va jusqu'à la gate, et il fait tout ça tout seul. Les gars, ils ont fait le test, les mecs, ils ont pas touché, ils avaient les mains prêts à intervenir. Bien sûr. Et puis ils ont laissé faire, et c'est absolument... Alors c'est sûr, c'est une technicité, mais il faut pas oublier, et les syndicats de pilotes du monde entier se battent pour ça, pour dire on aura toujours besoin de pilotes, l'humain est un élément important, il y a des situations qui peuvent intervenir en cours de vol, qui font qu'à un moment donné, la batterie d'ordinateur va pas forcément reconnaître et va dire moi je comprends pas, j'abandonne. Bah oui, t'abandonnes, sauf que derrière il y a 258 passagers. Et on fait quoi? Et donc là il y a un humain qui va dire bon, je vais appliquer des procédures non standards parce que de mon expérience d'aviateur, d'homme du ciel, je sais que en appliquant ça, je peux peut-être sauver le truc. Et il sauve le truc. Et c'est ce qui s'est passé avec Air Transat lors de la panne moteur au sud de l'Atlantique. C'est ce qui s'est passé avec le 767 d'Air Canada en panne sèche dans les années 80 aux États-Unis. Et voilà, c'est des choses comme ça. Donc on aura toujours besoin de l'humain. Moi, j'encourage les jeunes à embrasser vraiment non seulement le métier de pilote, mais tous les métiers de l'aéronautique. Il faut savoir que l'aviation maintenant, elle est en train de se moderniser de plus en plus. Elle est en train d'aller vers d'avancer vers une industrie vertueuse avec des nouvelles technologies, avec un objectif de rendre le ciel plus propre, d'avoir des avions qui n'ont plus d'impact. Voilà, qui polluent moins, qui n'ont plus d'impact, etc. Et il y a des tas de métiers aussi qui se développent. Un jeune, et je le dis moi aux jeunes qui sont en classe au PIA, t'es passionné d'aviation, tu veux être pilote plus tard, mais peut-être qu'à un moment donné, tu te rendras compte que tu es toujours autant amoureux de l'aviation, toujours autant amoureux des avions, tu tournes la tête quand tu en vois un passer, mais que en ayant testé, tu te rends compte que dans un cockpit, t'es pas si à l'aise que ça. Alors, ne sois pas triste, il y a des tas d'autres métiers, tu peux être au cœur des opérations. Moi le métier de flight dispatcher que j'ai fait, ça m'a passionné parce qu'on est vraiment au cœur du système, on est là. Mais d'ailleurs, pour parler de ça, Vincent, au fait, en planification de vol, qu'est-ce qui est souvent mal compris par les pilotes? De quel pilote déjà? De tous les pilotes, puisque la plupart des vols sont planifiés. Alors, en fait, c'est pas une question facile à répondre. Ce qui est mal compris, en fait, non, mais il y a des tas de domaines. On peut parler de tas de choses. Par exemple, ça peut être la météo, ça peut être plein de choses, quoi. Alors les pilotes, ils sont suffisamment formés. Ils ont suffisamment de connaissances et en plus ils sont testés régulièrement tous les 6 mois, donc sur simulateur, etc. pour les pilotes de ligne. Donc ils sont suffisamment formés à ce niveau-là. Je dirais ce qui peut être mal compris. Tu veux dire entre le dispatch et les pilotes ou bien entre les pilotes eux-mêmes? Oui, entre le pilote et le dispatch, quoi, avec la planification, quoi. Voilà. Parce qu'on planifie, après on envoie les plans au planning. Alors en fait, je pense qu'il faudrait toute une séance pour expliquer un petit peu le métier de dispatcher. Mais ce que je propose, c'est qu'on reste en contact et puis que je t'envoie un petit peu des
Oui, on fera d'autres interviews de toute façon. Je pense si tu es disponible. Parce que je pense que tu as plein de choses, tu as plein d'anecdotes, et puis même il y a des anecdotes que tu pourrais nous raconter. Bon là, par exemple, je vais passer à ma question suivante, si tu veux bien. C'est une question qui concerne la météo, par exemple. Où est la vraie difficulté, même quand on a les bons outils? La vraie difficulté, c'est la pression qu'il peut y avoir quand on est un pilote VFR et qu'on part. Et ça, c'est vraiment une grosse cause d'accidentologie. Oui. C'est de vouloir à tout prix faire le vol. C'est-à-dire que j'ai des amis qui viennent me solliciter ou me payer pour faire un petit vol comme ça d'aéroclub par une belle journée, etc. machin, et ils ont prévu de faire ça, ou alors qui doivent se rendre sur un petit monomoteur ou mon petit bimoteur. Et on est ici, par exemple, on est sur la région lyonnaise, ils veulent aller dans le sud-ouest, ils ont un séminaire ou un week-end ou un truc, ils ont quelque chose qui est prévu, le truc est prévu d'une date. Et puis, dernier moment, les conditions sont pas top. Et quand on dit pas top, quelquefois, il peut y avoir des dégradations en route, etc. Et le pilote, il a un petit peu la pression parce que les passagers lui disent écoute, non, mais nous, on a prévu ça de longue date, machin, on n'a pas d'autre plan B pour y aller. Il n'y a pas la ligne pour aller là où on va, et puis, etc., etc. C'est trop long en voiture. Et le gars se met de la pression. Il dit écoute, il y a à un moment donné, c'est peut-être un peu marginal sur la route au niveau météo, mais on peut contourner. Voilà, on y va quand même. T'arrives, tu t'espères contourner, tu peux pas, machin. À un moment donné, comme tu es juste pilote VFR, tu te retrouves malencontreusement tout d'un coup dans le blanc, dans les nuages, qui n'était pas prévu. Tu as une perte immédiate de toutes les puissances, de toutes les une perte de repères, et puis tu finis au sol, parce que dès que tu sors du nuage, au niveau sensoriel, on se rend pas compte. Les pitot, tout ça, ils sont bloqués, voilà quoi. Non, mais la désorientation spatiale, c'est-à-dire que quand on est formé pour voler VFR, on n'est pas formé pour voler aux instruments, et on a très très vite une désorientation spatiale. Ce qu'on peut ressentir dans le corps ne correspond pas à la réalité. Tu peux tout à fait ne pas te rendre compte que tu es passé sur le dos. Parce que si tu fais ce qu'on appelle un tonneau barriqué gentil, où tu pars en tonneau comme ça, avec un G, donc on va dire à la gravité constante normale, t'es sur le dos sans t'en rendre compte. Si tu prends un seau d'eau, que tu mets la moitié du seau et que tu le fais tourner au bout de ton bras, quand le seau il est en haut, l'eau elle reste en bas elle ne bouge pas, l'eau elle va pas tomber du seau. Tu vois, parce que tu exerces une pression qui est toujours la même. Et là, c'est ce qui se passe. Et il y a eu des tas d'accidents comme ça. Il y a le fameux journaliste Gérard Leclerc, le frère de Julien Leclerc, je crois que c'était il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Il est mort pareil d'une manière stupide. Il allait avec son petit avion rejoindre son frère Julien, qui donnait un concert là, du côté de Saint-Nazaire ou Nantes, je sais pas quoi. Parti de la région centre de la France. Et puis ils étaient au-dessus de la Loire, il avait ses passagers à bord, et puis le temps la visibilité était en train de baisser, et tout d'un coup il s'est retrouvé dans le nuage, et puis ils ont fini dans la Loire et tout le monde était mort. Alors que là il avait encore le temps de dire tant pis, on fait demi-tour, ou on se pose à tel endroit, puis on continue par la route, on pourra pas poursuivre. Alors ça c'est la grosse difficulté quand on est pilote VFR, quand on est pilote IFR. La difficulté, c'est aussi cette pression de vouloir absolument atterrir. Par exemple, il y a eu des tas d'accidents qui se sont passés parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de tunnelisation. C'est-à-dire que quand on arrive, on a fait 4 secteurs dans la journée, on est à la fin de la journée, les conditions sont dégradées, etc. On arrive, il faut absolument poser. On arrive aussi bientôt en butée de nos heures. On veut rentrer à la maison, et puis tout d'un coup, tu as des conditions terrible sur l'aéroport de la destination finale, et t'as pas envie de procéder au dégagement, parce que c'est quelque chose qui est obligatoire dans tout plan de vol. Il y a un ou plusieurs aéroports de dégagement, et puis on s'obstine à vouloir poser l'avion, et
et ça se termine en catastrophe. Ça se termine en catastrophe. Donc il y a des tas d'éléments comme ça, des tas d'événements. Donc je dirais, pour résumer, c'est la pression, soit que le pilote se met lui-même, soit que le client, notamment le client privé, quand on parle de l'aviation d'affaires, les jets privés, peut mettre sur le pilote en disant, écoute, moi je paye, je suis le patron, tu y vas. Voilà. On y va. Quand je dis on y va, quoi. Au niveau, il y a 2 semaines, tu as entendu ce crash qu'il y a eu aux États-Unis d'un Challenger là qui s'est crashé au décollage, non? Non, j'ai plutôt entendu un avion qui s'était posé tout seul parce que le pilote il a eu un accident cardiaque. Non, ça c'était faux. C'est un truc je viens de lire sur Mentor Aviation. Là, en fait, les gars, ils ont fait un test. Ils ont testé lui. Alors, l'avion s'est posé tout seul, certes, mais c'est un test qu'ils ont fait, les gars. Ah oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le mec, il n'était pas vraiment en crise, quoi. Non, ils ont voulu tester le système. Donc, ils ont appuyé sur le bouton, et puis l'avion a fait c'est un nouveau système qui existe. Ouais. Mais non, ce qui s'est passé, si j'ai 30 secondes, si tu me laisses le raconter, je sais pas. Alors voilà, on était, je sais plus sur quelle terre aux États-Unis. Tu sais qu'il y a dernièrement, il y a eu des conditions hivernales assez terribles. Oui. Et on avait un avion d'affaires, un bombardier Challenger 650 qui avait fait, donc comme la plupart des avions ce jour-là, sa procédure de dégivrage. Donc il y a toute une procédure avec un premier fluide, ensuite un deuxième. Et quand on fait le deuxième traitement, on compte 30 minutes pour décoller. Sinon, il faut revenir à la gate parce que ça regèle. Ouais, ça pas pris. Et voilà, il a fait ça. Tous les autres avions ont fait ça. L'avion de ligne qui était juste avant lui, qui avait fait aussi tout son dégivrage et tout, il arrive à l'alignement en bout de piste. Et puis, il fait demi-tour et sur la fréquence, il dit, bon les gars... Là, au seuil de piste, il y a tout d'un coup une grosse pluie verglaçante qu'on a reçue dessus, ce qui fait que malgré le traitement qu'on vient de faire sur le de-icing, moi je décolle pas comme ça, je rentre au terminal parce que je peux pas voler, c'est trop dangereux. Ouais, je préfère la sécurité avant tout, quoi. Et puis quelques minutes après, tu as l'avion d'affaires qui s'aligne, qui décolle. D'accord. Il s'aligne, il décolle, à peine il est en l'air, il passe, il capote sur l'aile. Il s'écrase sur le dos, il brûle, tout le monde est mort. Oh non de Dieu. Le gars, il a entendu ça. Bon, c'est un avion d'affaires. Je sais pas ce qui s'est dit à bord. Je sais pas si le client était à bord ou si c'était un vol à vide. Mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il y ait une pression derrière. Voilà, l'homme d'affaires, il a un meeting à tel endroit, il peut pas annuler. Et voilà. Et ça, c'est donc à chaque fois qu'il y a une pression, on est à l'avant de problèmes. Et notamment quand on parle de la météo. Donc c'est pour ça que il faut jamais, et je parle aux jeunes pilotes qui volent sur ULM, donc aviation ultralégère ou aviation générale en aéroclub. Moi ça m'est arrivé avec un ami, une belle journée de beau temps, comme ça on avait planifié de partir voler, et puis on arrive à l'aéroclub et puis le copain me dit écoute, ou alors il m'appelle juste avant que je parte et il me dit écoute Vincent, malheureusement on va annuler le vol. Et j'ai dit pourquoi? Il me dit on n'a pas les conditions. Et moi je regarde dehors, je dis mais attends, il fait le grand bleu, etc. Il me dit oui, mais bon, tu vois, on est en région alpine. Ouais. Sur les Alpes, il y a des conditions il y a des rabattants, des rotors, etc. Ce qui fait que le tour de sightseeing qu'on avait prévu de faire sur les Alpes, si on y va avec les conditions qu'il y a, même s'il y a le beau ciel bleu, etc. Eh bien, on risque de se prendre des rabattants. On n'a pas la puissance nécessaire avec ce petit avion pour se sortir de là et puis on finira au tapis. Ouais. Et alors que tu as à côté de ça, dans un aéroclub, et ça j'ai déjà vu des choses comme ça, t'as un pilote qui reste humble, qui va dire non, on annule le vol, je suis désolé, mesdames, messieurs. Et puis à côté, t'as un espèce de pilote cow-boy qui passe, qui dit écoutez pas cette mauviette, venez, je vous emmène, ça va bien se passer. Et puis là, ça se passe mal. Donc je dirais, il faut toujours rester humble. Voilà, on a beau avoir, et surtout les jeunes d'aujourd'hui, on a beau avoir les meilleurs systèmes qui existent, on est quand même face à un environnement auprès duquel on est insignifiant. Et on sait très bien que les altérations qu'il y a au niveau climatique, on a quelquefois des phénomènes qui arrivent subitement, des phénomènes qu'on n'avait jamais forcément vus avant. Donc il faut être très très attentif à ça. Et il faut toujours anticiper et rester humble. Moi, je dirais,
en anticipant, en restant humble et en entretenant des bonnes notions de pilotage, là, je pense qu'on est parti sur une bonne base, tu vois. D'accord. Sinon, alors, à quel moment, vu toujours du CCO, tu sais qu'un vol va devenir compliqué même avant le décollage? Il y a des tas de facteurs pour ça. C'est compliqué à dire. Il y a la météo, il peut y avoir des conditions de trafic, tout d'un coup, des secteurs qui réduisent leur capacité de contrôle aérien en fonction parce qu'il y a des grèves, tout d'un coup il y a un déclenchement d'un conflit, ce qui fait qu'il y a certains secteurs, parce qu'on sait que le ciel c'est pas juste un grand truc transparent où on se déplace comme on veut d'un point A à un point B. Il y a des blocs, des blocs d'espace réglementés. On peut pas faire n'importe quoi. Et puis il peut y avoir un facteur comme ça, tout d'un coup une partie d'un secteur qui est fermé, ou un métaux qui se dégrade, tout d'un coup une visite du président des États-Unis, avec tout, il ferme tout l'espace aérien, machin, ou j'en sais rien. Il peut y avoir des soucis aussi avec du chargement, avec des passagers, avec des équipements dont on avait besoin qui sont pas disponibles. Ça arrive de temps en temps. Moi, qui suis souvent avec l'Afrique, je vois mes clients régulièrement. Ils arrivent sur un aéroport en escale, et puis les équipements qu'ils avaient prévus au sol, parce qu'ils ont un problème d'APU, que leur avion, l'APU ne fonctionne pas, donc l'unité de puissance auxiliaire qui fournit l'énergie à l'avion, ce qui fait que quand l'avion arrive au sol, et on a réservé au sol, auprès de l'agent d'assistance ce qu'on appelle un GPU, donc un groupe. Ce qui fait que quand l'avion va arriver à la gate, avant qu'il coupe le moteur, on va tout de suite brancher le groupe. Comme ça, il peut couper les moteurs et puis continuer à être alimenté. Et puis surtout, il va pouvoir redémarrer. Donc il y a le GPU et puis il y a aussi le ASU qui est un Air Start Unit. C'est un groupe qui permet de fournir de l'air comprimé pour pouvoir démarrer les réacteurs. Et si on n'a pas ça, on est en carafe. Et donc moi, c'est arrivé à des clients. Les équipements avaient été réservés, avaient été confirmés par l'agent d'assistance, et puis ils arrivent à Pétaouchnok au milieu de l'Afrique, et puis on leur dit ah bah non patron, le truc il marche plus. Il marche plus, ou alors il est en panne, il tombe en panne ce matin. Voilà, juste avant votre arrivée. On nous l'avait pas dit, on vient de couper les moteurs. On peut pas redémarrer. On a une escale qui est prévue de durer 50 minutes. On a des passagers qui sont en correspondance ailleurs. Et là, ça fout un bordel incroyable. Un embouteillage, voilà quoi. Et c'est pour ça que le dispatcher, ou celui qui travaille au CCO, l'agent technique d'exploitation, comme on dit en France, c'est vraiment quelqu'un qui doit rapidement pouvoir fournir des solutions, dépatouiller des choses, et puis c'est très challenging. Il faut réagir rapidement, trouver les... parce que toutes ces réservations, on le fait auprès de l'agent dispatcher? Non, le dispatcher, lui, il va s'occuper de... Il va planifier les vols, il va suivre les vols, il va préparer les vols, et lui, il va gérer tout ce qui est... ça dépend de la taille de la compagnie. C'est une compagnie, elle est grosse, ça sera le département des opérations au sol qui va gérer ça. Oui, mais moi, je travaille dans une compagnie d'aviation d'affaires, et donc on organisait, on faisait les demandes d'autorisation de survol, d'atterrissage, le handling, c'est-à-dire l'assistance au sol. On organisait le handling avec l'agent d'assistance. Quelquefois, s'il y avait une escale, etc., on organisait également les nuitées de l'équipage. On s'occupait de tas de choses. Et donc, il faut être vraiment très réactif. Alors, c'est un métier qui est passionnant parce que ça développe également... ça nécessite quand même certains talents, mais ça en développe également d'autres. Et puis, on est vraiment au cœur du système, quoi. Et ça, on doit toujours gérer. Alors, quand on est dans l'aviation d'affaires, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Ça, c'est le côté passionnant. Quand on est dans l'aviation de ligne, ce qui peut, comme ce sont des vols qui sont planifiés, qui sont toujours les mêmes, jour après l'autre, ou tel jour de la semaine après tel jour de la semaine. Les imprévus, ça va être la météo, ça va être des éventuels problèmes techniques, des éventuels problèmes médicaux, des éventuels problèmes de chargement, de passagers, etc. Donc, et puis sans compter naturellement tout d'un coup des fermetures inopinées d'un aéroport ou d'un espace aérien, et ça il faut le suivre en permanence, quoi. C'est pour ça qu'on a
c'est un métier qui est super intéressant et que je recommande à beaucoup parce qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai déjà posé des questions à des gens et qui m'ont dit, dans une compagnie aérienne, il y a quoi? Alors, il y a les pilotes, il y a les hôtesses, il y a les mécaniciens, et puis les gens au sol là qui mettent l'avion dans le hangar. Et j'ai dit oui, puis il y a quoi d'autre? Ah, il y a la direction générale, ouais, puis quoi d'autre? Ah, la compta, oui, puis quoi d'autre? Bah c'est tout. Bah je dis bah non, c'est pas qui c'est qui fait voler l'avion? Bah le pilote. Je dis bah non. Bah non. Comment ça non? Bah je dis bah le pilote, il va arriver à son avion, il va allumer les systèmes, etc. Mais il fait quoi? Il va où? Comment il calcule son carburant? Comment il sait qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça, c'est le dispatch qui le prépare. Si le dispatch n'est pas là, bah, l'avion ne vole pas. Alors naturellement, dans certaines petites compagnies, dans le Botswana, dans la brousse, etc., t'as le pilote qui fait lui-même son plan de vol, qui organise son chargement, qui organise tout. Mais là je parle des compagnies d'aviation de ligne ou d'aviation d'affaires. Sans le dispatch, sans le CCO, hein, tu peux pas. Les avions restent au sol. Bah oui. Sinon, disons, vu que tu as vu passer beaucoup de vols, est-ce que les problèmes viennent plutôt d'un manque de compétences ou de mauvaises décisions sous pression? Parce que tu en as un peu parlé là, je crois, tout à l'heure. On en a déjà parlé d'ailleurs. Bah, le manque de compétences, je dirais pas le manque de compétences parce que on est dans une industrie qui est tellement réglementée que les compétences, si tu les as pas, bah tu passes pas, c'est tout. Tu passes pas, ouais, tu peux pas arriver là. Alors après, naturellement, je ne parle pas de certains pays d'Asie du Sud-Est où il y a eu des affaires avec des fausses licences de pilote, des choses comme ça. Là, moi, je parle de ce que je connais. Donc, je parle de l'Europe, des standards que nous avons. Voilà. Donc, donc manque de capacité, non, mais bon, je dirais des mauvaises décisions,